Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. Comme chaque soir de la semaine, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct et à poser vos questions à nos invités au programme ce soir. Je recevrai sur ce plateau Céline Fernandez et Anne-Sophie Balestrière du Pop-Up Store d'Annecy, une boutique éphémère. Elles nous expliqueront le concept. Et puis un autre créateur sera avec nous ce soir. Alain Bassot est l'un des conseillers artistiques de la compagnie Terre d'Empreintes. Ensemble, nous parlerons du festival Empreintes sonores. Et puis enfin, Sonia Mussier, journaliste de la rédaction, viendra nous parler de ses reportages. Elle a rencontré des collectionneurs assez atypiques, vous le verrez. Mais avant, les titres du JT avec toi, Pauline. Bonsoir. Bonsoir, Olivia. Alors, on commence ce soir avec une mauvaise nouvelle pour les amateurs de beurre. Oui, ça fait plusieurs semaines déjà que le beurre, on a du mal à en trouver un petit peu partout dans les rayons de nos supermarchés. Et puis, du côté de l'École nationale des industries du lait et des viandes, en revanche, on ne chôme pas. Alors, même s'ils reçoivent une quinzaine d'appels par jour, notamment de la grande distribution pour augmenter leur production, ils ne peuvent pas. Mais eux continuent à produire 1000 tonnes par jour environ. Donc, on peut trouver leur beurre dans certaines étals. Mais attention, il n'y a pas de pénurie de beurre. Ne prenez qu'une plaquette de beurre. Il n'y a pas besoin d'en acheter 6 plaquettes d'un coup pour que tout le monde puisse en avoir. Donc Jean-Paul Crespi fera le point tout à l'heure dans le JT. Très bien. Et puis on parlera sécurité. Oui, la police de sécurité du quotidien, c'est le nouveau projet du gouvernement. Le but, c'est réconcilier les forces de police de gendarmerie avec la population française. Sébastien Germain a insisté au lancement de la concertation. On fera le point donc tout à l'heure dans le journal. Et puis comme chaque soir, on ne change pas les bonnes habitudes, la revue de presse. Et on parle encore de beurre cette fois-ci, mais chez nos voisins suisses. Exactement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait que des problèmes de beurre chez nous. Et en fait, on parle d'un risque de pénurie de beurre en Suisse. Alors c'est moins alarmiste que chez nous. Les usines de transformation parlent de flux tendu. La situation devrait donc profiter aux producteurs de lait. Alors l'an dernier, à la même époque, les stocks de beurre étaient environ de 5000 tonnes. Aujourd'hui, ils sont à peine à 1000 tonnes. La production de la matière première, le lait, a subi une chute de 2% en Suisse. D'une part parce que la qualité a diminué, mais aussi parce qu'aujourd'hui, le monde entier veut du lait et veut du beurre pour remplacer tout simplement l'huile de palme. Alors en 2015, une tonne de beurre valait en moyenne 2900 francs en Europe contre 8200 francs aujourd'hui. En Suisse, on reste stable avec 12 000 francs la tonne tout de même. Alors actuellement, on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. On a une demande qui est plus forte, par exemple dans le domaine du beurre. Et là, on exige que les producteurs exigent que les prix soient adaptés à la hausse pour que cette adaptation permette de payer un prix payé aux producteurs plus élevé. Le message, en tout cas, du côté de la Suisse semble avoir été entendu au moins partiellement, puisque les distributeurs tels que Coop, Lidl et Migros viennent d'augmenter leur prix. Alors on espère qu'il y aura un déblocage aussi du côté de la France, parce que c'est quand même sympa de mettre du beurre avec la viande. Sans transition aucune, on se rend sur l'A41 Nord. Oui, avec une enquête publique qui a débuté aujourd'hui sur le territoire de 4 communes et des 6 km concernés entre la sortie d'Annecy Nord et le péage de Saint-Martin-de-Bellevue. Alors tu le sais, Olivia, on la prend souvent cette autoroute. Alors des registres sont disponibles dans les mairies d'Annecy, d'Épagny-Métessy, de Filière, d'Allonzier-la-Caille et les mairies déléguées de Pringy et Saint-Martin-de-Bellevue. Alors cette section autoroutière, c'est une 2x2 voies pour le moment, elle a presque 40 ans et elle n'est plus tout simplement adaptée au trafic, il y a toujours du monde dessus, on le sait. Alors dans un département où la Haute-Savoie, il y a 50%, la population a augmenté de 50% en 30 ans. Le trafic sur ces 37 km d'autoroute augmente également de façon constante. Alors cette enquête publique, elle concerne donc ces 6 km. En moyenne, ce sont 45 000 véhicules qui empruntent cette portion chaque jour. C'est donc pour fluidifier cette circulation qu'on va passer peut-être à 2 fois 3 voies dans les deux sens de circulation. Alors au chapitre des opposants, c'est plutôt une volonté de développer d'autres solutions alternatives à cet élargissement, notamment le covoiturage, les transports en commun et les pistes cyclables. La crainte de voir augmenter aussi le prix des péages, c'est un petit peu un frein. Donc en tout cas, l'enquête publique est lancée et on peut voter, on peut aller sur Internet pour voter. Donc on verra s'il y a une 2 fois 3 voies du côté de l'A41. Affaire à suivre. Et puis toi, Olivia, tu t'es intéressée à des possibles repreneurs du côté de Mike Automotive. Exactement, donc l'entreprise est basée à Bonneville, tu le sais, elle est en procédure de sauvegarde depuis mi-août. La raison, c'est parce que sa filiale Franck Épinière est en difficulté. Elle a été déclarée en cessation de paiement fin juin et placée en redressement judiciaire. Alors c'est une situation qui est forcément compliquée puisque l'entreprise emploie 1600 personnes à travers le monde et dont 1000 personnes en Haute-Savoie, c'est quand même assez énorme. Et selon le tribunal de commerce de Grenoble, une quinzaine de repreneurs potentiels se sont manifestés pour reprendre l'entreprise, à savoir que la date des dépôts des offres est fixée au 20 novembre, donc on verra. Très bien. Et puis on file en Suisse. Exactement.
avec cet article du Temps. Les commerçants genevois, ils souffrent face au franc fort et face aussi à la concurrence d'Internet, puisqu'on commande de plus en plus via Internet. Ce n'est pas un scoop. Du coup, nouvelle stratégie, ils ont décidé de s'axer sur les réseaux sociaux et l'événementiel pour attirer le chaland. Alors, ces idées, ils les ont puisées à New York, aux États-Unis, rien que ça. Tout simplement. Tout simplement. L'objectif, c'est de ne pas cantonner les grandes surfaces et les commerçants à des rôles de vitrine. Voilà. Donc, ils veulent rajouter aussi une petite émotion par rapport au chaland et l'attirer. Donc, on verra s'ils s'en sortent. La fabuleux Internet, on fait tout avec. Exactement, c'est magnifique. Merci Pauline, je te laisse rejoindre Merci. la rédaction et puis tu reviens un peu avant 18h30 pour les titres du JT. Et puis je reçois Céline Fernandez et Anne-Sophie Balestrière du Pop-Up Store d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Oui, merci à vous. Alors vous faites partie donc, du Pop-Up Store, vous êtes créatrices toutes les deux. Vous êtes réunies au sein d'un même bâtiment. Vous êtes combien au total ? Entre 14 et 17. C'est quand même pas mal. Vous avez ouvert de la boutique pendant 2 mois en été. Là, vous venez de la rouvrir pour la saison d'hiver. Est-ce que c'est important pour vous d'être regroupés ? Bah oui. Pour quelles raisons ? Déjà, ça crée une émulsion. On est plusieurs avec des environnements complètement différents. Donc, on peut toucher un public beaucoup plus large. À plusieurs, on peut louer des bâtiments plus gros, des locaux plus gros. On se partage les frais, on se partage les permanences. Donc, ouais, c'est important d'être à plusieurs. Alors, réexpliquez-moi ce concept. Comment est-ce que, par exemple, pour la saison d'été, comment est-ce que vous avez fonctionné ? Alors, en fait, cet été, c'est donc Anissa, une des créatrices qui est avec nous, de Yumidem, qui a vu que les locaux étaient à louer et qui a appelé le propriétaire et qui lui a proposé de louer pour 1 mois, ce qui est quand même peu fréquent et compliqué à trouver. Il a accepté. Et donc, ensuite, elle a fait jouer son réseau de créatrices. Et on est tombé dedans par chance. Et du coup, on a fonctionné donc, par permanence, par roulement. Et on a décidé de reconduire l'aventure pour les fêtes de fin d'année. Donc là, vous avez rouvert la boutique. Vous avez déjà créé tout ce que vous vouliez créer ? Tout est déjà Au niveau dans du stock, vous voulez oui, dire, tout pour est les déjà dans produits vitrines. Non. Non ? En fait, on crée au fur et à mesure des ventes, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont entièrement faits main, donc c'est du travail qui est long, minutieux. Donc on ne peut pas produire des stocks qui sont trop importants. Donc c'est vrai qu'on le fait au fur et à mesure des ventes et au fur et à mesure du temps. Voilà. Vous êtes attendu par la clientèle ? Vous avez une clientèle particulière à Annecy ? Alors, certaines oui, d'autres un peu moins. Après, ça dépend depuis quand certaines se sont lancées ou d'autres. Ça dépend de la région où vous avez l'habitude de venir, de faire... je sais qu'on fait toutes des marchés ou des salons de créateurs. Donc après, c'est vrai qu'on a toutes aussi notre clientèle qui nous a connus par ce biais-là. Donc voilà, mais on le voit, des clientes qui sont venues cet été, qui reviennent et qui reviennent et qui emmènent leurs amis, leurs familles, etc. Donc c'est sympa. Comment est-ce que vous communiquez ces ouvertures à chaque fois ? Les réseaux sociaux. Seulement les réseaux sociaux ? Les réseaux Et aussi sociaux. beaucoup de bouche à oreille ? Ouais. Après, on a fait des communiqués de presse pour les offices de tourisme, les journaux, etc. Mais essentiellement bouche à oreille. Ouais. Ouais. Alors Céline, vous avez Miniki, donc c'est de la déco pour les femmes et les enfants. Mhm. Vous, Anne-Sophie, vous avez Zag by So, donc ce sont des pochettes et des sacs faits main. Exact. Alors tout est locaux, tous les produits sont locaux, tout est fait main. Ouais. Entièrement, oui. Vous mettez combien de temps à préparer une saison, entre guillemets ? On l'a fait au jour le jour. Alors, Vraiment ? C'est difficile Ouais. de vous répondre. Ouais, c'est difficile de vous répondre. Après, comme c'est du fait main, justement, on fait pas. Tu me dis si je me trompe, mais on fait pas des grosses collections. On se dit pas au début d'une saison, je vais faire tout mon stock pour les 6 mois qui arrivent. En fait, du coup, on achète peut-être par petite quantité. Ça nous permet de fabriquer au fur et à mesure et justement d'avoir des produits qui sont souvent tous Uniques. différents, uniques, et ça nous permet, voilà, d'avoir des produits toujours nouveaux à proposer aussi aux personnes qui viennent nous voir. Alors Céline, vous vivez de vos créations, hein. j'ai mon entreprise. Vous avez votre entreprise. Ouais. Par contre, Anne-Sophie, vous avez un travail à temps plein Exact. à côté. Comment est-ce que vous alliez la boutique éphémère et votre travail à côté ? Alors, c'est pas évident. Voilà, ça demande une bonne gestion du temps. J'ai aussi des patrons qui sont sympas, donc voilà, qui me laissent un petit peu de temps quand j'ai besoin, voilà, pour faire les permanences à la boutique ou les choses comme ça. Donc je m'arrange un petit peu comme ça. Après, il y a le temps de production aussi. Du coup, c'est plus le soir où ça empiète aussi sur les moments de la vie un peu privés, les week-ends, etc. Mais je pense que même si on a un boulot ou pas à côté, on est tout un peu dans le même cas. C'est-à-dire quand on est créatrice, on travaille souvent chez nous.
Voilà, on est toute auto-entrepreneuse, donc on a des toutes petites structures avec des petits budgets. Donc on travaille toutes à la maison, je pense, et du coup, voilà, votre travail, il empiète forcément sur votre vie de famille, ouais, forcément. Et pour vous, est-ce que c'est difficile de vivre seulement, entre guillemets, de vos créations? Ouais. Pour quelle raison? Eh ben, parce qu'il faut vendre énormément pour avoir un tout petit salaire. Même en statut de micro-entreprise, on a quand même des taxes. Et c'est vraiment très compliqué de se faire connaître et de vendre assez pour pouvoir avoir un salaire. Vos situations sont différentes. Est-ce que ça a un impact sur vos produits, sur vos créations, Non. sur vos idées? Ouais, je pense pas. Hein. Non. Non? D'accord. Non. Et est-ce que, donc vous êtes entre 14 et 17, est-ce que vous trouvez une certaine harmonie dans ce pop-up store? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence? Comment ça se C'est passe? ce qu'on a essayé de faire et en fait, on est vraiment parti d'un projet collectif. Donc, par exemple, en bijoux, elles sont 4, Mhm. mais des univers qui sont tellement différents que de toute façon, elles se démarquent individuellement. Pareil pour nous, le coin enfant, on est 3 ou 4, mais avec des créations assez distinctes. D'accord. Et on a fait attention à ce que chacune ait des produits qui n'empiètent pas sur les autres. Est-ce que ça a été un pari? Est-ce que ça a été un risque pour vous de vous lancer dans l'aventure, chacune? Ouais, ça l'est toujours. Hein. Salut au quotidien. Ouais, quoi qu'on fasse, je pense. Ouais, c'est un risque déjà financier pour chacune d'entre nous. Et puis un risque comme quand on va sur les marchés, que ça ne fonctionne pas, que ça ne prenne pas. Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on vous retrouvera cet été? On ne sait pas. Peut-être pas sur Annecy. Voilà. Peut-être pas sur Annecy. Non. Et S'il y a vous- d'autres locaux ailleurs, on est preneuse, mais peut-être pas sur Annecy. Pourquoi? Vous avez envie de... Bah parce qu'on l'a fait et que du coup, ce serait bien de s'exporter. Alors, vous avez des projets, mis à part le pop-up store? En commun ou individuellement ou En peu commun et importe. individuellement, peu D'accord. importe. Je sais pas. Moi, j'en ai pas. Enfin, mm, pas à part le pop-up store, quoi. Ouais, à court terme, j'en ai pas forcément. Après, c'est vraiment, en fait, on travaille à l'opportunité aussi quand on est créateur. C'est difficile d'avoir des projets de ce type-là, comme on a eu. En fait, cette boutique, c'est vraiment l'opportunité qui a fait tout ça, le pop-up store. Hein. C'est vrai, c'est parti vraiment de rien. Après, c'est difficile de caler sur un projet comme ça, sur du long terme ou des choses comme ça. Et puis, on peut pas être de partout, ouais. Alors, redites-moi toutes les deux ce que vous proposez à la clientèle au pop-up store à Annecy. De façon individuelle? Oui, de façon Ouais. individuelle. Donc moi, je fais vraiment de la déco enfant, Mhm. donc tipi, tour de lit, etc. Moi, je me suis basée là-dessus. Je fais aussi des petits sacs, enfin voilà, mais vraiment que pour enfants. D'où est-ce que vous avez eu cette idée de faire des tipis? Parce que c'est Bah, je assez suis une maman. particulier. Je suis une maman, j'ai un petit gars et je voulais pas le mettre dans un parc. Et j'ai eu l'idée de créer un tipi. Donc après, j'ai vu que c'était assez courant. Mais moi, je l'ai dessiné toute seule. D'ailleurs, il a eu le prototype. D'accord. Et en fait, je veux vraiment offrir aux enfants un cocon unique et accessible. Anne-Sophie? Donc moi, je fabrique de l'accessoire féminin, donc tout ce qui va être pochette, sac à main. J'ai diversifié un petit peu ces derniers temps. Je fais des petits porte-clés, voilà, des choses comme ça. Ça reste voilà, dans cette gamme d'accessoires féminins. Après, comment ça m'est venu? En fait, j'ai toujours adoré coudre en fait, et la première pochette, je l'ai faite c'est ma sœur qui m'a demandé en fait de lui faire un petit sac en bandoulière. Elle trouvait pas ce qu'elle voulait en magasin, et c'est vraiment parti comme ça en fait. D'une pierre deux coups, sa copine m'a demandé une pochette, etc. Et en fait, on a commencé à faire des petites réunions tupperware à la maison, voilà, pour que je présente mes produits, etc. Et c'est vraiment parti comme ça. Très bien, donc je le rappelle, on vous retrouve au Pop-up Store d'Annecy. Date de fermeture, vous la connaissez? 30 décembre. Jusqu'au 30 décembre, on peut vous retrouver au Pop-up Store d'Annecy. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir Merci été à sur le vous. plateau. Je vous laisse rejoindre la régie. Très bien. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis je reçois maintenant Alain Bassot, conseiller artistique de l'association Terre d'Empreinte. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'être ici. merci de m'accueillir. Alors, votre association, donc Terre d'Empreinte, organise un festival, Oui. Empreinte sonore. Vous proposez plusieurs styles de musique. Lesquels? En fait, empreinte sonore, c'est parce qu'on aime ce qui a une identité sonore très forte. Mhm. Et c'est pour ça que finalement, sur ce festival, on va rencontrer essentiellement de la musique contemporaine et de la musique traditionnelle. C'est, pour moi en tout cas, et puis pour l'équipe de Terre d'Empreinte, c'est ce qu'il y a de moins édulcoré et c'est ce qui nous attire le plus.
Vous faites rencontrer deux univers différents. Et on le fait aussi, ou les artistes qu'on invite en tout cas le font. Et on a donc des croisements ou ce qu'on appelle des métissages. Alors on va s'attarder sur les musiques et les chants traditionnels que vous proposez pendant le festival. Pourquoi cette musique traditionnelle spécifiquement? C'est un peu arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, je travaillais sur un projet qui était de répertorier tout ce qui avait un intérêt sonore dans le département de la Haute-Savoie. Et bien sûr, c'était beaucoup du paysage sonore, c'était aussi un peu de l'industriel, des choses comme ça. Et puis, il y avait les gens. Et avec les gens, il y avait les façons de parler, les accents, les langues même, des fois. Et puis là-dedans aussi, tout d'un coup, il y avait des instruments qui étaient traditionnels parfois ou qui étaient utilisés de façon traditionnelle. Puis, bien sûr, les musiques traditionnelles. Et pour moi, ça avait une cohérence, tout ça, finalement. Et comme on s'intéressait beaucoup à notre territoire, pas seulement parce que, bien sûr, on n'est pas fermé, mais on s'était dit, c'est bien quand même de le connaître mieux et de le mettre en valeur. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé sur ces musiques traditionnelles, mais vraiment par hasard. C'était pas du tout prémédité. Sans doute, d'ailleurs, les musiques traditionnelles locales, c'était celles que je connaissais le moins. Je connaissais beaucoup mieux l'opéra de Pékin ou des choses comme ça que je ne savais même pas ce qu'il y avait ici, en fait, il faut être honnête. La définition de musique traditionnelle, elle est assez complexe finalement. Oui. On ne sait pas spécialement ce que c'est. Alors, on peut la préciser. C'est-à-dire qu'une musique traditionnelle, c'est forcément une musique qui a été apprise par l'enseignement oral. D'accord. Donc, elle est souvent dans un contexte social particulier, qui est un contexte local ou même un contexte familial. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne connaît pas l'auteur de la musique traditionnelle. C'est quelque chose qui s'est perdu, forcément. Et des fois, on confond. Il y a des choses qui ressemblent à la musique traditionnelle, mais quand on cherche, on trouve bien qu'il y a un auteur, même si c'est assez ancien. Est-ce que c'est aussi basé sur la zone géographique? En partie. Alors après, c'est compliqué parce que si on parle des musiques, elles circulent d'une certaine façon avec les instruments. Si on parle des chants, ils ont circulé plutôt avec les langues. D'accord. Et c'est pour ça que des chants francophones, il y en a beaucoup sur les Savoies. On peut retrouver les mêmes en Belgique ou au Canada. Est-ce que c'est une culture qui se perd au fil des années et que vous voulez vraiment faire survivre? Alors sans doute, elle se perd, mais pas aussi vite qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que quand les premiers collecteurs ont commencé à la fin du 19e siècle, ça avait un lien avec le mouvement romantique, etc., retour aux sources, ces choses-là, ils étaient paniqués. Ils se disaient, mais tout ça va se perdre, dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Et c'est le discours que tout le temps on tient. Que vous avez chaque année. Voilà, et puis en fait, on trouve toujours des choses. Est-ce que la musique traditionnelle moderne existe? Oui, même si c'est un peu un contresens, c'est-à-dire que c'est forcément de la création inspirée des musiques modernes. D'accord. Mais c'est compliqué cette histoire. Là, c'est plus compliqué parce qu'en réalité, notre oreille a changé. C'est-à-dire que ce qu'on écoute, nous, dans les musiques traditionnelles, c'est peut-être pas ce que les gens écoutaient à l'époque. Et nous, on a d'autres attentes aussi. C'est-à-dire que on ne sait peut-être pas forcément écouter une personne de 80 ans qui chante encore une musique traditionnelle. On ne fait pas attention aux qualités qu'il y a dedans. Vraiment, il s'est passé plein de choses avec l'électricité, avec le jazz aussi, qui a changé beaucoup de choses dans notre façon d'entendre. Et puis aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui est numérique, donc la qualité des mixages. Déjà même en 20 ans, ça a changé considérablement. Donc vous imaginez sur le siècle, c'est terrible. Est-ce que c'est une musique qui, même si elle est toujours d'actualité, peut faire peur aux plus jeunes? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que les jeunes aient peur. Je crois juste qu'ils ne savent pas assez de choses. Ils sont dans un paradoxe que moi, je n'ai pas connu, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tout, mais ils ne savent pas que ça existe. Alors que quand j'avais leur âge, il n'y avait rien, c'était très dur, il fallait vraiment chercher pour trouver des disques de musique africaine ou des choses comme ça. Et c'était compliqué, on avait accès à des choses, mais pas à ça du tout. Et donc, il fallait chercher, il fallait lire, et il fallait avoir de la chance, des fois, de croiser des gens qui savaient, qui avaient des disques plutôt scientifiques, des fois. Vous êtes compositeur? Oui. Est-ce que vous composez de la musique traditionnelle? Non. Non, vraiment, Non. moi je suis sur les musiques vraiment Contemporaines. contemporaines. Par contre, je peux utiliser des techniques traditionnelles pour produire certains effets. Par exemple, je donne un exemple facile. Oui. Sur l'opéra qui a été donné à Bonlieu cette année, Oui. donc il y a un des chanteurs qui joue un personnage qui est assez sombre.
Et donc, je faisais en sorte que quand il descendait dans les graves, sa voix basculait et empruntait à ce qu'on appelle le chant profond mongol, qui est très, très graveleux et qui est un peu impressionnant comme ça. Et voilà, ça c'est un détournement en fait d'une technique, mais dans un but d'expression particulière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous proposez pendant ce festival? Oui, alors il reste encore des très bonnes choses à voir, Oui. notamment donc vendredi 10 novembre à la MJC de Novelle. Il y a Evelyne Girardon qui est vraiment quelqu'un d'important. Ça fait 45 ans qu'elle travaille sur ces musiques traditionnelles majoritairement francophones. Et donc elle nous fait un concert en s'accompagnant d'une vielle à roue, qui est aussi un instrument traditionnel qui avait quasiment disparu et qui est revenu donc à la faveur du mouvement folk. Et puis il y a une surprise, c'est pas annoncé sur notre programme, il y a Robert Boutillier qui est un Canadien qui est de passage et qui vient nous faire le plaisir de venir encore chanter sur cette soirée. Donc vous allez entendre aussi la façon canadienne d'aborder un répertoire qu'on connaît un peu quand même, enfin qui est proche du nôtre en tout cas. Donc voilà pour le 10. Et le 11, très très grosse journée, passionnante parce qu'on s'est réunis avec plusieurs associations, puis on fait un peu une espèce de fête de tout ce qui est traditionnel. Donc on a de la musique, on a de la danse, on a du conte. Et on a quelque chose qu'on a mis en place l'an passé auquel je tenais beaucoup, c'est le bal des familles. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui étudient les danses traditionnelles collectives pendant toute l'année avec des intervenants notamment qui viennent de l'association Croque Danse. Et puis on réunit avec les adultes, les parents et on fait un grand bal comme ça. Donc ça c'est encore le 11 en fin d'après-midi. Et il faut venir parce qu'il y a une ambiance exceptionnelle. Et les enfants adore faire ça, donc j'ai grand espoir en tout cas que les choses ne se perdent pas. En tous les cas, là j'ai le programme sous les Oui. yeux. On peut le retrouver aussi sur Internet. Oui, sur le site de Terre d'Empreinte. Il faut fouiller un peu parce qu'il faut aller dans spectacle, festival et festival des empreintes sonores. Oui, On a fait tellement de effectivement. choses ces 15 dernières années que ouais, c'est devenu un peu complexe. Eh bien écoutez, merci Alain Bassot d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite un très bon festival. Merci bien et bonne continuation. Merci, je vous laisse rejoindre la régie pendant que je reçois Sonia. Sonia, notre journaliste. Bonsoir, je te laisse t'installer. Alors Sonia, tu es allée rencontrer des collectionneurs. Oui, c'est Ça ça. va, j'ai en pas fait Haute-Savoie et en trop de Savoie. gestes des... Ils ont des passions assez atypiques. Déjà, première question, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce sujet? Parce que déjà, c'est des personnes intéressantes par définition, parce qu'un collectionneur, c'est quelqu'un de passionné par son sujet, sa thématique ou son objet. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter et qui connaît vraiment son sujet par cœur. Tu as commencé avec Florian Aubray, qui est collectionneur de sneakers, ce qu'on appelle un sneakers addict. Et puis on regarde un extrait de ton reportage. Oui. C'est une paire vraiment, vraiment très très spéciale parce qu'elle en a fait rêver plus d'un dans les années 80 avec le film Retour vers le futur, parce qu'elle peut se lasser automatiquement. Donc comme la Nike Mag du film Retour vers le futur 2 pour ceux qui voient la référence, et je pense que beaucoup la voient. Il a bientôt 22 ans. Il a 60 paires de sneakers Environ. chez lui environ. Et la paire qu'on a vue se lasse toute seule et elle coûte la modique somme de 1 000 €. Ouais. Alors ma question, c'est comment fait-il? Alors, il est en fait en alternance, donc il a déjà un salaire qui passe en fait, je pense, une majeure partie dans ses chaussures. Vu qu'il habite encore chez ses parents, donc il peut se le permettre. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce tournage? Déjà, c'est vrai que le coût des baskets, et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il soit vraiment calé, c'est-à-dire c'est autour de la basket, c'est tout un univers, il va connaître son historique, comment c'est fabriqué. Par exemple, il va connaître le nom du designer qui a imaginé la paire de baskets, les personnes qui l'ont portée, etc. C'est vraiment très précis. Tu as rencontré aussi Mathieu Jusselin, Ouais. qui est un collectionneur, alors cette fois-ci des figurines des chevaliers du Zodiaque. Ouais. Et on regarde encore un extrait. Héros. Donc il y a Pégase, Dragon, le Cygne, Andromède et Phénix. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les armures, tous les chevaliers représentent en fait une constellation qui existe vraiment. Constellation de Pégase ou même les signes du zodiaque. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé ce collectionneur?
Alors, donc chercher des collectionneurs atypiques et surtout enfin, une large palette. Enfin, je ne cherchais pas des gens qui collectionnent des timbres ou des cartes postales, même si ça peut être très intéressant, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc du coup, j'ai cherché un peu autour d'autres univers et j'ai trouvé ça. Alors il faut savoir que ce type de collectionneur, c'est la génération Club Dorothée, années 80-90. Et il s'intéresse un peu à ce qu'il y a tout autour, en fait. Là, c'est les chevaliers du Zodiaque, mais c'est tout un univers. Et pareil que la basket, il va tout connaître, va être très, très calé, etc. Je suppose qu'il y a une certaine concurrence entre collectionneurs. Alors, quand on leur pose la question, ils disent que non. En fait, ils s'entraident. Ils se donnent des tuyaux, ils s'échangent des paires ou des figurines, parce qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, chaque collection est unique. Donc, non, c'est plutôt de l'entraide. Il n'y a pas de compétition. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de collectionner des objets? Pas vrai. Enfin, j'ai une bonne collection de baskets déjà. Ouais. Mais non, avoir tout un mur rempli de baskets, il faut déjà un peu d'espace. Mais si, ça donne envie. Enfin, ça peut donner envie, mais il faut avoir du temps. Enfin, il faut y mettre du temps et De l'argent. De l'argent. Et il faut s'y mettre à fond. Voilà, pour être un vrai collectionneur, il faut vraiment s'y mettre à fond. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Non. Merci beaucoup, Sonia. On va passer au Skype avec Thierry Donard, réalisateur des Nuits de la Glisse. Bonsoir. Ah, je vous laisse vous installer. Je suis là. Alors, vous êtes le réalisateur des Nuits de la Glisse. Vous mettez en valeur des athlètes de sport extrême. Qui retrouve-t-on dans votre film? Alors, on retrouve pas mal de gens qui sont pas des stars, on va dire, des marques, mais des gens extrêmement forts. Pour la wingsuit, on retrouve Mathias Wyss et une autre personne que je peux pas citer parce qu'il veut rester anonyme. Donc, ce sont des gens très passionnés, des gens qui veulent uniquement se faire plaisir et qui n'ont pas de pression quand ils tournent des images. Ils sont là pour le plaisir absolu. Après, en snowboard, nous avons Matt Annette et aussi un garçon de Chamonix, Fabien Baudet, alias Chico, un garçon qui ride beaucoup avec Sam Favret, avec toute une bande de Chamonix. Et donc, c'est un type qui est extrêmement doué. En ski, on a Will Limberg, un Suédois, on va dire un des meilleurs freeriders au monde. J'ai pas de scrupule à dire ça. Après, on a toute une équipe de wingsuiters américains, dont Matt Gerdes, qui évolue avec un nouveau principe de wingsuit qui permet de faire du flare, c'est-à-dire des passages bas, et remonter quasiment à 300-400 mètres en altitude, en passant à travers des canyons. C'est un sport où il y a beaucoup plus de plaisir, c'est beaucoup plus ludique, c'est une autre façon de voir la wingsuit. D'après ce que je comprends, vous avez fait le tour du monde avec ces athlètes. Et c'est pas fini. Et on arrive à Tahiti, en Polynésie française, avec un garçon qui s'appelle Ira Terinatofa, double champion du monde de surf amateur, mais il a quand même battu Kelly Slater en demi-finale à l'époque. Donc c'est du gros. Tika Nui Smith, qui est un surfeur de grosses vagues, il vient récemment d'aller surfer Nazaré et il a vraiment scoré là-bas. Il a aussi scoré à Jaws. Matej Drolet, qui a eu l'award de la plus grosse vague et le plus gros tube du monde il y a 2 ans, pour le XXL Billabong. Vous avez un autre garçon qui s'appelle Enzo, on les appelle les Boys de Tahiti, et aussi Mateya Ikili, qui est un surfeur de manœuvre qui actuellement fait le WQS et donc qui est un des meilleurs, qui est dans les 16 top meilleurs surfeurs au monde. Vous avez un sacré casting, hein? Comment? Vous avez un sacré casting? J'ai oublié Davide Carrera, recordman du monde de plongée en apnée à 122 mètres en monopalme, et donc j'ai presque fait le tour. Non, un garçon qui n'a pas de titre, mais qui va devenir, je pense, un grand champion de mountain bike. Il s'appelle Temari, il habite à Tahiti, et voilà, c'est un athlète extraordinaire. Vous faites les avant-premières à Annecy et Chambéry, les 11 et 12 novembre à Annecy au cinéma Pathé. Et Oui, dans le c'est même ça, cinéma à Chambéry, mais cette fois-ci le 19 novembre. Exactement, il y aura toute l'équipe du film qui sera présente. Moi-même aussi, je serai là. On va pouvoir débattre avec le public. Et en plus de ça, en plus du film, on amène une rétrospective qui démarre en 1980
jusqu'à aujourd'hui, avec quasiment les 30 plus grandes stars de la nuit de la glisse. Et je vais citer simplement Robin Esch, Kelly Slater, Sean Thompson, Gary Elkerton, ça c'est pour le surf, et aussi Mike Richards, 11 fois champion du monde de surf. Après, on va passer à des gens comme Candy Tovex, Kelran Shishri, champion du monde de freeride, Candy Tovex aussi bien évidemment, mais et d'autres sportifs comme Eric De Guil, des kitesurfers, etc. Ça, c'est une rétrospective qui dure 30 minutes et qui est mixée en live par un DJ, entre autres de Radio Meux. Donc sur scène, en live, ça va être un moment super. On accorde quelques minutes à chaque athlète pour pouvoir les passer tous, mais en revue. C'est un petit peu l'historique de la nuit de la glisse. Hein. Honnêtement, on en a filmé des athlètes. Et quand on a commencé à faire cette rétrospective il y a un mois, je regardais les images et à chaque fois je trouvais quelque chose de nouveau. Entre autres, par exemple, on a découvert Danny McCaskill. Ça, c'était en 2008. Personne ne le connaissait. On a tourné un film avec lui. C'était un des meilleurs mountain biker au monde à l'époque et qui fait des figures incroyables. Donc, on avait oublié des gens comme ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est moi. D'avoir été avec Merci nous. Mont Blanc. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Pauline, quelques minutes avant le JT, on rappelle les titres. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de beurre. Exactement, et c'est la pénurie de beurre dans les supermarchés. Vous l'avez remarqué, il n'y a plus de beurre, on ne peut plus en acheter. Jean-Paul Crespi est allé du côté de l'École nationale des industries du lait et des viandes, où de ce côté-là, on ne chôme pas, même s'ils ne peuvent pas augmenter leur production. En tout cas, il y a du beurre. Et puis on parlera sécurité. Oui, la police de sécurité du quotidien, c'est le nouveau projet du gouvernement. Le but, réconcilier les forces de police de gendarmerie avec la population française. La grande consultation a commencé et Sébastien Germain y était hier soir. Bien écoutez, merci à toutes les deux. Merci à toi. On se retrouve dès demain à 18 h pour un nouvel accès direct. Et puis tout de suite, n'oubliez pas, c'est le JT avec Pauline Courceau. À demain.